La presse française, la presse internationale, ne se sont pas fait écho de bouleversements et d'un véritable changement de perspective qui se sont produits devant le tribunal pénal international du Rwanda. Et il est étonnant, insolite et pour ne pas dire affligeant que des journaux dits sérieux continuent à ânonner les mêmes idées reçues, le même catéchisme, comme si rien ne s'était passé depuis 15 ans qu'existe le tribunal pénal international du Rwanda, qui est le seul véritablement habilité à parler de cette question, puisque des procès s'y déroulent en permanence. 3 procès emblématiques et 3 jugements emblématiques permettent de dire que tout ce qui a été affirmé jusqu'à présent concernant l'histoire du génocide du Rwanda est faux. Ces 3 procès emblématiques et ces 3 jugements emblématiques ont été rendus, ces 3 jugements, l'un le 28 novembre 2007 par la Chambre d'appel du tribunal pénal international dans l'affaire de Ferdinand Nahimana. Le second jugement a été rendu le 18 décembre 2008 par la première cour du tribunal pénal international dans l'affaire du colonel Bagosora. Et le troisième jugement est récent, il date du 16 novembre 2010 et il a été rendu par la Chambre d'appel du tribunal pénal international dans l'affaire Proté Zigiranirazo, dit Monsieur Z. Alors ces 3 procès sont emblématiques, pourquoi? Parce qu'avec Ferdinand Nahimana, avec le colonel Bagosora et avec Proté Zigiranirazo étaient jugées les 3 personnes qui étaient postulés être les 3 organisateurs du génocide du Rwanda. Commençons par Ferdinand Nahimana, qui avait été présenté comme le Goebbels du Rwanda. Dupaquier, le journaliste Dupaquier et l'historien Jean-Pierre Chrétien l'avaient présenté dans un livre intitulé « Les médias du génocide », livre qui avait été fait en collaboration avec Reporters sans frontières, avait présenté Ferdinand Nahimana comme le Goebbels du Rwanda. Le Goebbels du Rwanda, pourquoi? Parce que Ferdinand Nahimana aurait été le fondateur de la sinistre radio Mille Collines, et il était postulé que la radio Mille Collines était la radio qui avait été créée par les extrémistes Hutus pour préparer le génocide des Tutsis. Eh bien, tout ce postulat s'est effondré le 28 novembre 2007, quand la chambre d'appel du TPIR a acquitté Ferdinand Nahimana. Il l'a acquitté, et je cite, elle l'a acquitté, pardon, et je cite, du crime d'entente en vue de commettre le génocide, virgule, d'incitation directe et publique à commettre le génocide, virgule, de persécution et d'extermination. Et je cite la suite du jugement, la chambre de première instance, car nous sommes en chambre d'appel, a commis une erreur en concluant dans son jugement que les émissions diffusées avant le 6 avril ont substantiellement contribué à la commission d'actes de génocide. Seules des émissions de la RTLM diffusées après le 6 avril ont incité à la commission d'actes de génocide. Cela veut dire quoi? Bien, cela veut dire que, avant le 6 avril, date de l'assassinat du président Habyarimana, la radio-télévision des Mille Collines n'était pas une radio génocidaire. Et tout le postulat de l'accusation s'effondre. Il s'effondre car, que nous dit le jugement de la chambre d'appel? En cassant le jugement de première instance et en acquittant Ferdinand Nahimana, les juges d'appel du TPIR ont considéré qu'avant le 6 avril, radio-télévision des Mille Collines n'était pas un instrument génocidaire. Donc, mettre en avant l'existence de RTLM pour tenter de prouver la préméditation du génocide ne tient pas juridiquement, ne tient pas historiquement. Deuxième procès, le procès de celui qui était présenté comme le cerveau du génocide. Procès du colonel Bagosora, le cerveau du génocide.
le colonel de l'Apocalypse, tel qu'il était présenté dans les médias. Et pendant tout le temps de ce procès, l'accusation, le procureur, ont soutenu que le colonel Bagosora était la cheville ouvrière du complot et de l'entente ayant abouti au génocide. Là encore, tout s'est effondré au terme d'un procès fleuve rythmé par 409 jours d'audience, durant lequel 242 témoins se sont présentés, un procès qui a rempli 30 000 pages, qui a produit 1600 pièces à conviction, 4500 pages de conclusion et 300 décisions écrites. Donc un procès énorme, sérieux, argumenté, charpenté. Eh bien, au terme de ce procès, le jugement qui a été rendu le 18 décembre 2009 a acquitté le colonel Bagosora du chef d'entente en vue de commettre un génocide. Il l'a déclaré non coupable du crime d'entente en vue de commettre un génocide. Donc la principale accusation tombe. Si le cerveau du génocide est innocent de l'organisation du génocide, c'est que ce génocide, visiblement, n'a pas été prémédité. Alors le colonel Bagosora a certes été condamné, il est en appel, nous attendons le jugement d'appel, il a été condamné pour des faits précis de tuerie commises, non pas par lui, mais par des gens postulés être sous ses ordres, et c'est sur ce point qu'il fait appel, donc ce jugement n'est pas définitif, alors que le précédent jugement, celui de Ferdinand Nahimana, est un jugement définitif. Le jugement acquittant donc le colonel Bagosora du crime d'entente en vue de commettre le génocide est un camouflet considérable qui est infligé au procureur, et c'est un renversement de perspective total, car le colonel Bagosora, qui était présenté comme le colonel de l'Apocalypse, était postulé être le cerveau de ce génocide. Troisième élément qui vient détruire l'idéologie officielle, le procès Ziguirani Razo, dit M. Z, le procès de Lacazou. Lacazou était postulé être une cellule secrète qui aurait fonctionné dans l'entourage du président Habyarimana et qui aurait été animée par la veuve du président Habyarimana et par son frère, M. Proté Ziguirani Razo, dit M. Z. Et le procès de Lacazou allait permettre, selon l'accusation, de montrer véritablement l'appareillage interne de l'organisation de ce régime génocidaire. Là encore, les jugements ont totalement renversé la perspective. En effet, le 16 novembre, par un jugement de la Cour d'appel du TPIR, M. Proté Ziguirani Razo a été acquitté et mis immédiatement en liberté. Car la Cour d'appel, après le jugement de première instance qu'il avait déjà acquitté du crime d'entente en vue de commettre le génocide, la Cour d'appel a confirmé cet acquittement et est allée au-delà en demandant la libération immédiate de M. Proté Z. Lacazou n'a jamais existé. Pendant le procès de M. Proté Z, procès durant lequel j'étais expert, comme j'étais expert durant le procès du colonel Bagosora, eh bien, il a été démontré que Lacazou était une invention qui avait été créée par les adversaires politiques du président Habyarimana pour essayer de le diaboliser. Voilà donc ces trois jugements qui montrent que la thèse de la planification du génocide ne peut plus être soutenue. Et qu'aujourd'hui, nous en revenons à la situation du 6 avril 1994, c'est-à-dire aux causes de ce génocide. Comment ce génocide a-t-il éclaté? Comment ce génocide s'est-il déroulé? Et surtout, pourquoi a-t-il eu lieu? Il a eu lieu parce que le 6 avril 1994, le président Hutu du Rwanda a été assassiné, son avion a été abattu par 2 missiles et
selon le juge Bruguière, selon le juge Mereles de l'audience civile espagnole, ceux qui ont tiré ces missiles, ce sont les actuels responsables du régime de Kigali. Donc le renversement de perspective est total, la vérité est en train de se faire jour, et ces procès devant le TPIR sont fondamentaux. Et je répète qu'il est affligeant de voir que la presse soi-disant sérieuse ne fasse aucun état de ces procès et continue à ânonner les mêmes poncifs que les certitudes que l'on croyait être réelles en 1994.